Premier bonjour, premier câlin, un moment privilégié que Birgitta savoure tous les matins avec les dauphins du parc qu'elle a vu naître et qu'elle a vu grandir. C'est ma famille, c'est ma famille. Je passe plus de temps avec eux que je passe avec ma propre famille. On s'attache énormément, évidemment, parce qu'on est là tous les jours avec eux. Et c'est génial, c'est génial. Nous sommes à 30 km de la capitale, à Plailly, dans l'Oise. Un parc à thème résiste encore et toujours à l'envahisseur. Le géant Disney n'a toujours pas réussi à faire plier le petit Gaulois. Le parc Astérix, c'est le gros bébé d'Albert Uderzo et de Pierre Tchernia. Une drôle d'idée, construire un parc d'attractions à vocation pédagogique où le visiteur pourrait redécouvrir l'histoire de France en s'amusant. Ils ont donc imaginé un univers qui mélangerait la Gaule loufoque d'Astérix, le Moyen-Âge et le 19e siècle. 2 ans plus tard, après donc 2 ans de travaux, le 30 avril 1989, Jack Lang, alors ministre de la Culture, inaugure le parc de loisirs. Plusieurs fois agrandi, le parc Astérix s'étend aujourd'hui sur 40 hectares. Il compte 31 attractions, dont 6 montagnes russes, parmi lesquelles Tonnerre de Zeus et Goudurix. En 20 ans, il est devenu le 3e parc d'attractions en France. Entre 1,5 million et 2 millions de visiteurs s'y pressent chaque année. Allez-y. Une grosse machine qui peut employer jusqu'à 2500 personnes en pleine saison. 85 métiers différents s'y croisent. Des cascadeurs, des techniciens, des dresseurs, des cuisiniers, des costumières et même des alpinistes. Bref, le parc Astérix, c'est tout un monde. Ce matin, côté coulisses, 2 alpinistes se préparent. Leur défi du jour, une montagne russe, la plus décoiffante du parc. Tous les jours, l'intégralité de la piste et de la structure sont contrôlées, vérifiées avant l'ouverture du parc. Il faut être harnaché complètement, casque, gants, chaussures de sécurité, harnais, de façon à pouvoir travailler en toute sécurité. Tonnerre de Zeus, un mastodonte qui culmine à 30 mètres de haut. Sa structure est en soi un défi architectural, intégralement construite en bois. Elle repose sur 1215 piliers, un parcours vertigineux et chaotique de plus d'1 kilomètre de long. Âme sensible, s'abstenir. Alain et Eric sont les gardiens du temple. Avant chaque ouverture du parc, ils parcourent à pied les 1200 mètres de la piste à la recherche de la moindre anomalie. En fait, on remplace certaines parties, certaines pièces de bois en fonction de sa gravité de dégradation. Là, c'est une petite fissure qui ne nécessite pas un remplacement d'urgence, mais qu'on peut suivre au quotidien, au jour le jour, et le remplacer en temps voulu. Et voilà la partie la plus périlleuse de leur ascension, le lift, la portion de piste qui permet de tracter le train jusqu'au point le plus haut de l'attraction. C'est un peu notre Everest, ouais. On peut dire ça comme ça, ouais. Allez les gars, encore quelques petites marches. Avant la récompense, la vue imprenable sur le parc. Ah, ça paye les efforts. Nous sommes en haut du lift. Donc nous sommes sur la partie intermédiaire entre la chaîne et la descente. La zone importante et stressante pour le visiteur, c'est cette partie juste avant la descente, puisque le train arrive en petite vitesse. Et là, on a tout le loisir de s'apercevoir ce qui nous attend. Et ce qui les attend, c'est une chute vertigineuse à 80 km/h. J'ai horreur de ça. Dans le tunnel, nos 2 alpinistes repèrent un petit problème. Bénin, une des 66 000 vis endommagées par le passage répété des wagons est remplacée sur le champ. Parfois, on peut mettre 15 minutes pour remplacer une vis. Et quand ça se passe pas très bien, on peut mettre 1 heure. Quand on a une vis cassée à 9h15 le matin et que le parc ouvre à 10h, et que ça se passe pas très bien, on a une pression qui s'installe, parce que notre objectif, c'est d'ouvrir à 10h. Et donc, on s'énerve un petit peu. Un vacarme qui ne semble pas déranger les occupants du lieu. C'est notre élevage de grenouilles pour la fin d'année. C'est leur quotidien, donc ça ne les perturbe pas. On va les laisser tranquilles. On va remonter.
Suite de l'inspection pour Eric et Alain. Et cette fois, attention, ça commence à sentir l'urgence. L'objectif là, Alain, ça va être de remettre la piste de niveau là, cet hiver. Hein. Ouais, et puis on est bosselé, donc il va falloir prévoir une opération là. On a un petit défaut de planéité dans cette zone. Et l'objectif pour cet hiver, ça va être de remettre la piste à niveau. Un objectif de taille quand on sait que chaque train parcourt en moyenne 30 000 km par saison sur Tonnerre de Zeus. Des kilomètres, elle en avale aussi chaque jour. Car pour faire fonctionner cette grosse machine qu'est le parc Astérix, il faut des rouages essentiels. Jamila Aït Salah en est un. Responsable des opérations, elle fait le lien entre tous les services du parc. Pour l'accompagner dans sa vaste mission, son meilleur ami est petit et jaune, c'est un Tokiwoki. Ah bah non, il est pas jaune, il est noir. Ok, très bien. Pour l'instant, on est sur une fréquentation aux alentours de 6 000 visiteurs, donc... Grâce à lui, elle est en contact permanent avec toute son équipe. Pas moins de 150 personnes, excusez du peu. John, pour Jamila John. Propreté, restauration, attraction, Jamila a un œil sur tout. Alors pour elle, les hostilités débutent très tôt, dès l'ouverture du parc. Et c'est à l'accueil que tout commence. Vous avez vos billets d'entrée? Vous n'avez pas tout le groupe. Une fois que vous avez tous les billets, vous dispatchez, vous donnez un billet à chaque enfant. Et puis ensuite, vous essayez de vous rendre le plus sur la gauche parce qu'en fait, c'est beaucoup plus fluide. Comme ça vous permet d'entrer plus rapidement. Diaka, tu peux s'il te plaît voir avec les gens qui sont là, que tout le monde soit bien réparti sur les tourniquets qui sont ouverts. D'accord? Merci, Diaka. Ici, on est à l'entrée du parc. L'important, c'est que ça soit toujours fluide pour le client et qu'à aucun moment, il puisse s'attendre trop longtemps. Voilà, c'est notre objectif à nous, le matin, quand on arrive sur l'accueil ou les parkings. Le parking est un point stratégique. Chaque matin, Jamila y rejoint ses équipes. Le but, estimer la fréquentation quotidienne du parc en fonction du nombre de voitures qui se pressent aux premières heures de la journée. Là, pour l'instant, on a 52 voitures au quart d'heure. Le résultat de cette estimation va conditionner toute l'organisation du parc. Cette prévision, nous allons la diffuser à différents services du parc, notamment la restauration, puisque cette prévision va leur servir à faire le nombre de sandwichs nécessaires à la fréquentation qu'on va leur donner, la propreté pour la mise en place du personnel pour que le parc reste toujours propre, et les attractions, puisque grâce à cette fréquentation, on va rajouter ou extraire des trains sur une attraction particulière. Je résume, Jamila met en adéquation le nombre de visiteurs potentiels et l'activité de chaque service. Rentabilité assurée. Et puis notre femme orchestre a un œil sur tout, y compris les choses les plus inattendues. Comme ces drôles de visiteurs croisés par hasard sur le parking. Soraya, tu feras attention, on a des clients sur le P1. Je pense que c'est une souris rose ou un lapin rose. Je pense que ça a l'air plutôt d'une grosse souris rose. On fait juste attention à la tenue que portera la personne. Je m'aperçois sur la gauche qu'il y a un groupe de jeunes qui viennent certainement faire, soit qui ont perdu un pari, soit qui viennent fêter un enterrement de vie de jeune fille. Et en fait, souvent, ils arrivent déguisés, mais avec des choses un peu trop amples ou dangereuses. Lorsqu'on embarque sur une attraction, il ne faut pas que ça puisse gêner le système de confinement de l'attraction. Ben non, c'est sûr, hein, des lapins roses au pays des Gaulois, tout va bien. Mais quelle est cette effervescence soudaine? Des citrouilles, des toiles d'araignée. Partout à Tisse, le parc Astérix enfile son costume d'Halloween. Pour l'occasion, ils sont plus d'une centaine à s'activer pour mettre en place le spectacle Peur sur le parc. Ça va durer 10 jours. Et c'est à Thierry Bourgeois qu'on le doit. Il vérifie chaque détail, du design des accessoires à la gestion du gros œuvre. Je suis assez atypique en fait, certainement, parce que moi, il y a deux choses qui me passionnent, c'est l'art et la technique. J'ai commencé par être technicien, et puis un jour, j'ai réussi à faire basculer un petit peu le truc et à devenir plus artistique que technicien. Ça tombe bien, Thierry est chargé d'habiller l'entrée de la zone Moyen-Âge où va se dérouler l'essentiel du spectacle. J'ai trouvé un prestataire qui fait du gonflable, et puis il a récupéré mes dessins, et puis en fait, il a sculpté... Il a sculpté mon dessin dans sa matière, dans son gonflable, quoi, et il m'a fait des masques qu'on met en place maintenant sur les deux tours. Voilà pour le décor. Reste à découvrir les créatures qui vont peupler cet univers horrifique. L'une d'elles est d'ailleurs en pleine répétition. Voilà, clac. Zizou, alias Frankenstein, travaille avec son metteur en scène.
À la manœuvre, David Grolot, 38 ans, ancien champion de judo, devenu chorégraphe du parc. Ça va, vieux? Il y a des gens aussi qui vont passer. Qu'est-ce qui t'empêche de, pendant 1 minute, je sais pas, hein, c'est à toi de gérer le temps. Tu vas aller voir les gens, soit arriver de là, soit t'as vu le coup arriver, tu fais le pantin, ils vont croire que... Des fois, il y en a qui vont dire, c'est un vrai ou c'est pas un vrai? Si tu joues vraiment l'immobilité, c'est un vrai ou c'est pas un vrai? Ils vont être là, ils vont regarder, puis au moment où tu veux, voilà, exactement. Et pour ce qui est de repérer un défaut, même infime, l'ex-terreur des tatamis, à l'œil du tigre. Alors, faut l'imaginer costumé, maquillé. C'est du spectacle de rue, si vous voulez. Donc, il est libre, en fonction des gens qui passent, de faire un petit peu le chemin qu'il veut. Mais l'humeur, elle doit rester la même. Ce qu'il vit à l'intérieur, d'effrayer les gens sans leur faire trop peur. On n'est pas là pour faire pleurer les enfants. Il faut qu'il y ait de l'humour aussi. On reste dans Halloween, dans la frayeur, mais on dédramatise par l'humour. Et tu sais, c'est ce que je te disais l'autre jour, mais tu n'as peut-être pas compris. Voilà, c'est de trouver... Tu es là, tu regardes, puis d'un seul coup... Toute la journée, à partir de l'après-midi, ça tourne non-stop. Il y a toujours des animations, soit ici dans les rues de Paris, soit dans le 19e, soit dans les maisons hantées. Et il y a plusieurs modules. Quand un module a fini, hop, il y a d'autres personnages qui arrivent. Quand ils ont fini, ils sortent, c'est d'autres qui rentrent. Il y a à aucun moment, il ne se passe rien dans les rues de Paris. En tout, il y aura une quarantaine d'horribles personnages à se relayer dans cet espace dédié à Halloween. Et parmi eux, un jeune bourreau, Mathieu Lardot, ici en pleine répétition. Je tranche, je raccourcis. Travail soigné, monsieur, dame. Satisfait ou remboursé. C'est ici, au parc Astérix, qu'il a appris son métier, comédien cascadeur. Moi, j'ai commencé, j'étais pompier un tout petit peu. Je travaillais dans les œuvres d'art avant. Et je suis cascadeur maintenant depuis 8 ans. Comédien cascadeur depuis 8 ans. Eh, ma petite dame, pour vous, je ferai un prix. Qu'est-ce qui vous irait? La tête de monsieur sur un plateau. Je suis en train vraiment d'imprimer le texte par cœur, pour vraiment être à l'aise avec ça. Et pour pouvoir après tout gérer, parce que du coup, en théâtre de rue, on n'a pas trop l'habitude de ça quand on fait ou du cinoche ou de la scène. Mais le théâtre de rue, pour moi, c'est super formateur, parce qu'il faut tout gérer, en fait. Il faut gérer l'espace, la lumière, le temps. La nana qui tousse et qui pourrit ton truc, le chien qui aboie, enfin voilà. Donc si t'es pas à l'aise avec le texte, de toute façon, t'es foutu. Et l'arsouille, t'as bien un prof un peu énervant à m'envoyer. Ton prof de maths te casse les pieds. Moi, je lui coupe le cou. Quick, logique, mathématique. Réfléchis, l'arsouille, réfléchis. Voilà. Donc, voilà, la scène du bourreau se joue ici. Ça, c'est mon enclume où je peux affûter ma hache, si tu veux. Ça fait pas mal de bruit aussi. C'est une vraie enclume avec une hache avec de l'acier. Donc quand les mecs, ils... bam, voilà. On l'entend passer, et puis ça, voilà, c'est la cage. Et moi, je joue là, en fait. Moi, je joue, voilà, ici. Avec les spots, les lumières, le son aussi, qui sera tout en place. Voilà, c'est des répètes, hein, donc ça paraît... Voilà, ça va être un peu plus habillé après. Voilà, c'est ici. Allez, salle de répète. Donc là, on va passer dans un passage secret. D'accord, on te suit. Les portes dérobées du parc n'ont plus de secret pour lui. Ce raccourci nous conduit directement vers son espace de jeu favori. Alors là, on est au train fantôme. C'est là que tout commence ou tout finit, je sais pas. En tout cas, les premiers castings, ils se font ici. Et après, toutes les répètes, que ce soit des répètes de jeu pour le texte ou des répètes d'action quand on crée des bastons, voilà, des conneries, c'est là. Donc, il y a plein de trucs pour s'éclater. Eh bien, suivons le guide, une salle d'entraînement sur mesure. Et comme un gamin, Mathieu nous montre tous ses jouets. Voilà, les cordes qui peuvent permettre de faire des montées à l'équerre, par exemple. Hop, hop, hop. Sac de frappe, tac, tac. Là, pour la boxe. Il y a les épées ici. En fait, tac, 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 tac. Il y a les armes lourdes qui sont derrière. Donc voilà, avec les boucliers et tout. Il y a l'échelle là, qui permet de monter. Ici. Voilà, par exemple. Bien sûr. Mathieu doit maintenant essayer son costume de bourreau, direction l'atelier de confection du parc. C'est ici que l'attend Isabelle, la costumière en chef.
Bonjour madame. Ça va bien Mathieu. Oui, ça va bien, moi ça va bien. Ouais. Allez, hop. Isabelle et son équipe ont fabriqué les 200 costumes du spectacle d'Halloween. Ils sont vraiment fous, ces costumiers. Au parc, il y a un atelier où il y a des costumières, des accessoiristes et des filles qui patinent les costumes aussi. Et puis ensuite, on se fait des réunions aussi avec les maquilleuses, les perruquières. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de perruque. Pas de maquillage non plus, parce que monsieur a une cagoule sur le visage. Mais par contre, il est huilé. Voilà. Il est huilé, patiné. Voilà, donc c'est pour obtenir un visuel complet du personnage. Et ce qui est super, c'est de concrétiser ce qu'on peut imaginer dans sa tête. A à Z. Donc voilà la cagoule. D'où pas de maquillage. Enfin, très peu. Bon, vas-y. Voilà. Hop. Là, il est prêt. Il lui manque Les accessoires. son accessoire. Et t'as une tête aussi, une tête coupée. Et une tête ensanglante. Une tête coupée. Ouais. Allez Mathieu, on retourne en répète, il y a encore du boulot. C'est bien connu, un Gaulois rassasié est un Gaulois heureux. Ça tombe bien, avec 3 fast-food, 2 restaurants et 4 sandwicheries, le parc fait honneur à la ripaille. Et pour prendre soin de nos appétits, on peut compter sur David Bouvet, le directeur de la restauration. Il est 9 h du matin, le parc n'est pas encore ouvert et pourtant, ces hommes en blanc s'affairent. Nous sommes à l'unité centrale de production. C'est ici, bien loin du regard des clients, que sont fabriqués tous les sandwichs vendus sur le site. David s'y rend tous les matins. Il n'a qu'une chose en tête, un chiffre. Bonjour Lucille. Bonjour. Ça va? Ça va, ouais. Alors, t'es sur combien? Alors, 10 000 visiteurs à 10%. Ok. Ce chiffre est crucial car il détermine le nombre de sandwichs à produire. Il est fonction de la fréquentation des années passées, mais surtout de la météo du jour. Donc aujourd'hui, si on reprend la mise en place, on a bien une prévision à 10 000 visiteurs, un taux de captage à 10%, qui fait un nombre de sandwichs de 1000 sandwichs à produire. Bonjour tout le monde. Ça va? Combien sont-ils pour produire 1000 sandwichs avant midi? Eh bien, ils ne sont que 8. Pas le temps de chômer, tout est fait à la chaîne selon un processus bien défini. Par exemple, je vais prendre le sandwich au poulet qu'ils sont en train de fabriquer. Donc ils démarrent de la baguettine, ils mettent la mayonnaise, ils mettent le poulet, tomates, salade. Après, ça part en caisse. Ensuite, les caisses sont mises en sachet. Et ensuite, c'est prêt à partir. Ça veut dire que c'est vraiment une chaîne de production. Il est 11 h du matin, le parc est ouvert depuis 1 heure. David attend maintenant une autre prévision, bien plus précise, celle du nombre de véhicules déjà présents sur les parkings. Bonjour Michel, t'annonces combien? C'est ce que je disais justement à l'instant là, on est aux alentours, on est comme à peu près comme dimanche dernier, donc aux alentours de 14. Bah c'est bien, ça va être une belle journée. C'est une belle journée. Ok, merci beaucoup Michel. On était sur 10 000 visiteurs et là on passe à 14 000 visiteurs. Là il va falloir envoyer, ouais. Ça veut dire qu'on a 4 000 visiteurs de plus, ça veut dire que là on doit produire 400 sandwichs de plus. On est à 14 000 là? On est à 14 000. Tu refais ta feuille de production du coup? Je vais réactualiser. Et là tu relances la production tout de suite? Oui. Ok, ça va être bon? Oui, il n'y a pas de souci, ça va aller. Ok. Mais bien sûr, pour les fabriquer, ces 400 sandwichs de plus, il faut du pain. Là, on arrive en boulangerie. Il faut que tu remettes du pain là tout de suite parce qu'ils annoncent 14 000 visiteurs. D'accord. Donc, tu as une échelle de prête? Oui, c'est une bonne affaire. Bah ok, bah vas-y, remets du pain. Lucille viendra te voir après pour refaire une réactualisation complète et un peu plus précise. Une vraie petite usine qui existe depuis 2005. Elle a permis de réduire les pertes à moins de 1%. En une seule saison, le parc vend près de 120 000 sandwichs, vendus 4,50 € l'unité pour un prix de revient d'1 € en moyenne. L'opération est rentable. David doit maintenant se rendre sur le parc pour vérifier que tous les points de vente ouvrent en temps et en heure. Bonjour Lorenza. Ça va? Ta radio elle marche pas? Si, elle marche. Ah, je t'ai appelé, elle marche pas. Hein. Non, mais c'est pas ça, parce que j'avais pas sur moi, j'étais en train d'aider à l'image. D'accord, c'est pour ça. Ouverture prévue pour quelle heure? 15 minutes maximum. Je repasse à la 30, c'est ouvert. Ça marche. Et si David est aussi exigeant, c'est que la restauration représente 25 à 30% des recettes du parc. T'as pas la clé? Assistant zone 2 pour David. Écoute. La clé pour ouvrir Delphi. J'aime bien que les points ouvrent à l'heure, moi. Donc c'est pour ça que je me permets de lui appeler. Bah, d'ailleurs, elle arrive avec la clé.
Petit détour par la vente de sandwichs, quand tout à coup, c'est le drame. Bonjour madame, c'est quoi le problème? J'ai acheté un sandwich au thon, mais il n'y a pas de thon, donc... On va vous le changer tout de suite. Je n'ai Je pas peux râlé. avoir un autre Poséidon, s'il vous plaît? Autant celui au poulet, il était copieux que là... Non, mais des fois c'est un oubli voilà, en fonction de... Il y a que celui qui fait rien qui se trompe pas. Bah oui, vous avez raison, mais bon. On va vérifier quand même, savoir s'il y a tout à l'intérieur. Ça, tant qu'à faire. Ouais, Bon appétit, excusez-nous. Je vous en prie. Du CP pour la vie du CP. Lucille, tu peux me vérifier là tous tes sandwichs qui partent, savoir s'ils sont bien garnis en thon? Parce que je pense qu'il y en a un qui est passé à la trappe. Hein. Ok, reçu. Alors c'est pas grave, mais il faut faire attention. Dernière étape, les cuisines des fastes de Rome. C'est la machine de guerre du parc. À l'heure du rush, ce fast-food à la sauce gauloise peut servir jusqu'à 2500 personnes, soit 1/5 des visiteurs du jour. Ah, Khaled. Ça va? Ah, t'es sur combien de caisses là? 11. 11 caisses. T'as combien de personnes en production? 4, pardon. 4 caisses. Et en salle? Tu penses faire un bon service aujourd'hui quoi? À fond? C'est bien parti. Bonjour, tu peux mettre un astro? David, dites-nous pourquoi il n'y a pas de sanglier à la carte. Parce qu'Obélix déjà veut plus aller à la chasse le matin. Il préfère couper, préfère tailler ses menhirs. Le sanglier, il y a quelques années, on l'avait à la carte. Et le problème, c'est que les gens, ils réclament du sanglier, mais ils ne l'achètent pas. On a décidé de arrêter le sanglier et aujourd'hui, on n'a aucune demande, on n'a aucune plainte, on ne nous en parle pas du sanglier. C'est dommage, c'était classe, hein, le cheese sanglier. Si le parc Astérix est connu pour ses attractions spectaculaires, il tient aussi sa renommée de ce delphinarium de 2000 places. C'est l'univers de Birgitta Mercera, qui n'est pas du tout espagnole, mais suédoise. Cela fait 23 ans que cette spécialiste des dauphins est installée ici. Maman te surveille. Ouais. Allez, on va s'échanger. On se trouve dans 5 minutes. D'accord? D'accord? Ouais. Là, on est dans les coursives, donc on a vue sur les bassins des dauphins. Donc j'arrive là le matin, on fait un petit bonjour avant je m'échanger pour attaquer le travail. Alors, on y va comment aujourd'hui? Vous avez faim là? On arrive, on arrive. Ça va comment? Ça va mon beau? Premier bonjour, premier câlin, un moment privilégié que Birgitta savoure tous les matins avec les dauphins du parc qu'elle a vu naître et qu'elle a vu grandir. C'est ma famille, c'est ma famille. Je passe plus de temps avec eux que je passe avec ma propre famille. On s'attache énormément, évidemment, parce qu'on est là tous les jours avec eux. Et c'est génial, c'est génial. Au même moment, dans les cuisines, Bastien prépare le petit déjeuner. Chacun des pensionnaires a droit à une ration personnalisée. 2 kilos de poisson pour un nourrisson, plus de 15 kilos pour une femelle qui allaite. En tout, le parc écoule plus de 100 kilos de poissons par jour. Donc ici, c'est la chambre positive. Donc c'est comme un frigo, on stocke tous les poissons dans la journée pour les dauphins. Donc hareng, calamar, capelin. Donc ça, il faut absolument qu'on sait chaque dauphin qu'est-ce qu'il mange dans la journée pour voir qu'ils sont vraiment leur quantité qu'il faut. Les soigneurs arrivent pour le premier repas de la journée. Ils sont une dizaine à se relayer tous les jours au delphinarium. L'occasion pour eux d'entraîner les cétacés à toutes sortes de manipulations médicales. Prise de température. Donc là, c'est le sonde. Voilà. OK. Peser. Et prélèvement de lait pour les femelles qui ont déjà accouché. C'est du lait de dauphin. Vous voulez goûter? Nous, on a goûté, il n'est pas très bon. Tant mieux. Et oui, ici, les dauphins se reproduisent. D'ailleurs, Beauty est une femelle gestante. D'ici 15 jours, elle doit mettre bas. La future maman va subir une de ses dernières échographies. Et c'est Mathieu, le vétérinaire du parc, qui se charge de l'opération, toujours assisté de Birgitta. C'est chouette. T'es prêt? Beauty se laisse manipuler sans aucune difficulté. Ça, immobile. Hein? Je donne un petit poisson quand même. Il faut dire que Birgitta a toute la confiance de ses animaux. Tout est bien? Il est bien placé là? D'accord. T'as vu le cœur? Ah ouais?
c'est bien avec le cas, les bébés. Ça fait partie du training médical, on les entraîne à ça. Et si on veut avoir contact avec les dauphins, il faut que ce soit au cours d'une séance où on les nourrit, où on les entraîne. Donc ça fait partie de leur travail. C'est l'heure de la pause café. Toute l'équipe se retrouve autour de Mathieu pour un débriefing de l'échographie. Ils vont pouvoir vérifier l'état de santé du fœtus. Ouais, on va voir. Donc ça, c'est la session d'aujourd'hui qu'on va voir. On a le début du fœtus avec le rostre, le début du melon et la boîte crânienne qui va arriver derrière. Et ensuite, avec la sonde, on déroule un peu sur toute la partie accessible pour vérifier la bonne position, la viabilité du fœtus. Allez, donc on descend le long du fœtus. Là, on a les côtes qui apparaissent. On cherche les gros vaisseaux. Donc là, on a l'aorte et on a le début du cœur qui arrive. Même nous, on voit. Et vous pouvez voir la fréquence. Ouais. Donc voilà, il a toujours pas bougé, il a la même position, il n'est pas descendu encore. Ouais, moi je sens tellement... Le cœur là, comment on va super bien. Ah, on va bien. Ouais. Et t'as dit combien de pulsations? Bon, à peu près, on est à une fréquence de 120. Il y a des fois que Mathieu n'a pas réussi à trouver le cœur, où il ne bouge pas, donc tout de suite on s'inquiète énormément. On attend le semaine après, on dit alors il a bouché ou pas bouché. Donc on est assuré quand ça bouge, on voit le cœur, on voit qu'il est vivant, que tout va bien. Donc c'est génial. Et ce sera bientôt la 3e naissance en 2 ans au delphinarium du parc. Après 2 mâles, Birgitta espère bien voir naître une petite femelle. En tant que gestante, Beauty est dispensée d'exercice. Pour le reste de la troupe, les séances d'entraînement continuent. Les dauphins du parc sont traités comme des athlètes de haut niveau. Guama avec Aya, c'est vraiment les 2 stars, le spectacle. Guama, il adore ça. Il est là depuis au début. Il adore tout l'exercice qui est un peu difficile. Et le programme est chargé, ils enchaînent jusqu'à 5 représentations par jour. On commence à leur apprendre l'exercice, on va vite incorporer un geste. Et donc quand ils vont revoir ce geste, pour eux ça signifiera l'exercice. Donc par exemple pour la chanson, Privilège du soigneur, ils sont les seuls à pouvoir nager avec les dauphins. Et pendant que certains barbotent, d'autres imaginent l'avenir du parc. Et ici, comme souvent, c'est dans les plus petits bureaux qu'on imagine les plus grands projets. La première vision, c'est vraiment la vision que tu as ici, hein, finalement, c'est exactement ça. Tu as dans le même ensemble, le même point de vue, tu as l'entrée de l'attraction, le point obélisque et ensuite le temple en arrière-plan. Nous découvrons la maquette du tout nouveau Grand 8 imaginé par ces 2 hommes, Benoît Sprit, directeur des productions, et Julien Berthevas. 31 ans et toutes ses dents, ce jeune designer a été choisi pour concevoir une toute nouvelle attraction, pharaonique. C'est pas seulement une nouvelle attraction, c'est qu'on crée une toute nouvelle zone au parc Astérix, à savoir la zone égyptienne. Donc on savait un jour ou l'autre que cette zone allait arriver. Un enjeu de taille car le parc Astérix mise gros, 20 millions d'euros. C'est l'investissement le plus lourd depuis sa création. Pareil pour les statues sur le portail d'entrée. Alors attends, que je retrouve ça dans le dossier. Pas de quoi effrayer notre ami Julien. En matière de montagne russe, il est plutôt du genre calé. C'est un peu comme Obélix, hein, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc depuis que je suis gamin, j'adore aller à la fête foraine, c'est un truc, ça évoque un imaginaire voilà, qui me parle beaucoup. Et les parcs d'attractions, à un moment donné, sont arrivés, notamment les parcs d'attractions très scénarisés, très décorés, très thématisés. Et voilà, ça a été une véritable révélation pour moi. Donc je parcours un petit peu la planète, on va dire, lors de mes différents voyages, qui ne sont pas forcément à la base pour les parcs d'attractions, mais s'il y en a un dans les parages, je ne vais pas hésiter une seule seconde à aller faire un petit tour. Ouais. Ce projet, Julien y consacre son temps et son énergie. Au total, il a réalisé près de 900 croquis pour concevoir le Grand 8 parfait. Julien a donc un œil sur tout, mais aussi une oreille. Cet après-midi, il a un rendez-vous important au cœur de Paris. Celui qu'il vient voir s'appelle Patrice Pereiras, compositeur de musique pour le cinéma et le théâtre. Allez, viens, on va aller écouter tout ça. Ah, génial. Je te suis. Il a imaginé un morceau original qui va accompagner le visiteur dans la file d'attente de l'attraction. Puis
après je te ferai écouter dans le grand studio avec la base de l'orchestre. Super. On reprend notre feuille d'origine avec les 6 zones. On voit d'abord l'attraction. La musique fait partie intégrante de la scénographie de l'attraction. Elle va raconter, elle va accompagner la scénarisation de la file d'attente. Elle va vraiment participer à la mise en condition du visiteur pour que l'expérience soit vraiment totale, aussi bien visuelle que sonore. Je laisse, comment dirais-je, déjà vagabonder un petit peu mon esprit dans la file d'attente. Je marche virtuellement et j'entends déjà cette sonorité là qui me capte. Ouais, on est dedans, on est dedans. Voilà, rien que ces quelques accords joués par Patrice, ça donne toute confiance vraiment pour la suite. Donc, Mais Julien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Pour la toute première fois, nous allons entendre la bande originale. Elle a mobilisé un orchestre symphonique et une dizaine de choristes. Rien que ça. C'est l'apothéose, voilà. C'est l'apothéose, c'est le moment qui est le plus orchestré, et puis c'est aussi la fin de la file d'attente. Le gong continue à résonner. C'est énorme. Ils passent le portillon, ils vont s'installer, et là, ils sont dans le dernier tourbillon qui dure 20 secondes. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Samedi matin, c'est jour de spectacle pour les comédiens. Mathieu arrive 2 heures avant le début des hostilités. Petit dérapage, la frime. On va aller s'échauffer un peu, mettre un costume, se maquiller. Et normalement, ça va le faire. Voilà. Allons-y. Dans les loges, à l'arrière de la scène, maquilleuses et habilleuses sont déjà à pied d'œuvre. Certains maquillages nécessitent plus d'1 heure de travail. Mathieu, lui, est exempté. Il en profite pour faire la tournée des copains et les taquiner un poil. Ah, c'est pas mal. C'est fini, là? On y est presque. Ouais, même un petit peu de rouge, là, et puis voilà. Bon, allez hop. Pour Mathieu, le premier costume de la journée, c'est jogging basket. Comme tout bon sportif, sa première tâche, c'est l'échauffement. Bon, bah voilà. Allons-y. Vous me suivez en vélo? Bah bien sûr. 20 minutes de vélo, étirement, pompe, abdos, une mise en condition indispensable. Bah, l'idée, c'est de faire un gros réveil musculaire déjà. Les plus grosses blessures, c'est sur les petits trucs en fait. Je sais quoi qu'il y a un gros truc à faire, que ce soit ce spectacle-là ou n'importe, ou une grosse cascade où on s'échauffe évidemment beaucoup. Et puis dès que c'est pour une bousculade, une gifle, une petite bagarre, un petit truc ou quoi, on se dit que ça va aller. Et c'est là qu'il y a une entorse, qu'il y a un claquage ou quoi, et que pendant 1 mois et demi, après on est sur la touche quoi. À l'intérieur, c'est la cour des miracles, une véritable foire aux monstres où tout est permis. Des sorcières qui font du gringue à Frankenstein. On aura tout vu, dites donc. Pour notre bourreau, le costume n'est pas encore une seconde peau. Heureusement, il y a Aurore, la billeuse de l'horreur. Elle n'est jamais très loin. On n'est pas là pour les assister, mais on est là pour les aider. Pour ces comédiens qui ont l'habitude de travailler ensemble, la préparation se fait dans les rires et dans la bonne humeur. Hé, Mathieu! Ah, pardon. Vous ferez la deuxième après, chérie. On serait gentil. Allez me chercher un café ensuite. Des fois, Mathieu, vous êtes un grand enfant. Mais il reste très professionnel quand il faut travailler. Évidemment. Continue. Petit passage express au maquillage. Ce bruit est très désagréable. Il est quelquefois agité, celui-ci. Allez, debout. Mathieu est maintenant huilé, puis patiné. Derniers étirements pour Frankenstein, le spectacle va bientôt commencer. Et on va pas tarder pour les premiers modules, ils sortent à midi. On a des grosses équipes, les maquilleuses sont 4. S'il y en a un qui prend du retard, bah voilà, ça met tout le monde dans la mouise. Mathieu, lui, est à l'heure et file en salle de répète. En raccourci ou on prend pas un raccourci? On prend un raccourci? Derniers instants de concentration, la pression monte. Frankenstein. Et tous les moyens sont bons pour ne pas la laisser retomber. Faut toujours déconner dans la vie. C'est une règle d'or. Non, mais il reste quelques minutes et du coup, des fois, c'est les plus longues en fait. Après, c'est diète et de transpirer quoi. Forcément, à un moment, on fait moins le malin. Les costumières règlent les ultimes détails. Sinon, les filles, elles sont obligées de le couper à chaque fois que tu te déshabilles. Bon,
bah voilà, 2 minutes. Tout le monde joue une demi-heure, 4 fois dans la journée. Et là, dans quelques minutes, quelques secondes, le coup de tonnerre, et du coup, hop, il rentre, et moi je sors. Oh, on aura fait les deux en entier quand même. Et quoi? Fonction coupe, moins de syllabes. Salut Arsoul. T'as pas un prof un peu énervant à m'envoyer? Ton prof de maths te casse les pieds. Moi, je lui coupe le cou. Allez, ma jolie. Allez, viens, je te coupe. Je te tranche. Avec délicatesse, ma belle. Allez, quoi, fonction coupe, moi. Vous, monsieur, vous avez regardé les messages dans le téléphone de votre femme. Et vous, madame, vous avez mis les Magnifique, ce beau. Trop beau, et en plus il fait peur, il est bien, joue bien son rôle. Mathieu ne peut pas laisser la jante féminine indifférente. Le fantasme de l'uniforme, sans doute. À quelques mètres, des chevaliers zombies n'en finissent plus de patrouiller, et pendant que Frankenstein, enchaîné à sa chaise, tente de bondir sur les passants, le magicien, lui, dévoile au public son numéro de ventriloque. Tapis dans l'ombre, David, le metteur en scène, observe et enregistre des remarques sur son dictaphone. Là, je prends des notes sur les petits détails pour après les débriefer quand ils vont sortir. Pour eux, c'est important, on ne les laisse pas dans la nature parce que petit à petit, il y a des choses qui se décalent et on est là pour recadrer, leur donner les bonnes intentions, ce qui n'a pas été. Eux, ils sont friands de ça, ça les nourrit. Au total, chaque comédien jouera 4 fois dans la journée. Après son dernier passage, nous retrouvons Mathieu en coulisses. On va aller rendre le costume, rendre le matos, s'étirer un peu et puis rentrer à la maison. Voilà, voilà. Et demain, rebelote. C'est reparti. Pendant 15 jours. Voilà. Allons-y. Eh bien, bon courage, Mathieu le bourreau. Je suis sûre que vous finirez par trouver votre victime. Le parc compte 6 attractions aquatiques, parmi lesquelles le Big Splash. De grands joujoux fragiles qui nécessitent un entretien régulier. C'est la mission de Philippe Bouillard et de Laurent Jourdain. Mais ce matin, nos duettistes ont un petit coup de pompe. À eau, bien évidemment. Elle est récalcitrante. Premier essai infructueux. Ces 2 hommes grenouilles s'apprêtent à plonger sous l'attraction aquatique. Leur mission, ramasser les détritus qui bloquent la filtration du bassin. Bon la pompe, ça sera pour plus tard. Dans l'immédiat, ils vont repêcher à la main les plus gros éléments. Moi je vais à droite, toi tu vas à gauche. On fait le tour, on nettoie tout. Ensuite on va se diriger vers les grilles. Et puis on remontera avec le maximum de casquettes ou bien de gros éléments. Hein, et on replongera après pour faire une aspiration un peu plus fine, d'accord? Ok, pas de problème? Sous l'eau, on est quand même confronté à beaucoup de ferrailles, d'obstacles. Et il faut être très très prudent. Et pour plonger, ça se prépare bien avant. Hein. Cet hiver, avec Laurent, on était en reconnaissance quand même pour voir un petit peu là où on pouvait passer. Parce qu'on passe quand même dans des endroits très exigus. Alors des bouteilles bien sûr, mais aussi une combinaison étanche, car l'eau est à moins de 10 degrés. Il vaut mieux être bien équipé. On peut rester entre 1 et 2 heures dans l'eau, donc si on commence à avoir froid, ça devient problématique. On injecte de l'air dans la combinaison, justement pour nous protéger du froid en fait. Durant 1 heure, ils explorent les entrailles du Big Splash, une maintenance sous-marine qu'il faut répéter tous les 15 jours, et ce, sur les 6 attractions à eau que compte le parc. Sous l'eau, on trouve de tout, tout ce que les visiteurs peuvent perdre. Alors, je vous ai ramené un petit échantillon de ce qu'on peut trouver au fond. Donc, casquette, plaques de métal, branches, feuilles, un peu de tout. On trouve également des bouts de planche, des chaussures, des portefeuilles, ce genre de choses.
On arrive à retrouver quelques permis de conduire pour les gens, des choses comme ça. Mais bon, c'est surtout ces casquettes qui nous posent énormément de problèmes pour les pompes. Ça bloque parce que la partie rigide de la visière, c'est du plastique très épais et très résistant. Et ce plastique arrive à coincer des pompes de plusieurs centaines de kilowatts. Heureusement pour nos deux acolytes, le technicien arrive à faire démarrer la pompe. Philippe et Laurent vont maintenant pouvoir aspirer les derniers débris qui empêchent la bonne filtration du bassin. L'année dernière, par exemple, on a fait appel pratiquement une quinzaine de fois à des plongeurs professionnels, mais on était obligé d'arrêter la traction. C'était frustrant pour les visiteurs, pour nous aussi. Aujourd'hui, on fait du préventif, on nettoie tout ça avant, on s'assure que rien ne puisse, comment dire, perturber le bon fonctionnement. Et ensuite, on met en route et on est sûr que les visiteurs vont passer une journée agréable et sans encombre. Eh bien Philippe, j'ai envie de vous dire merci, car les visiteurs ont la garantie d'être éclaboussés par une eau dite de qualité baignarde. C'est une sacrée bestiole. Nous sommes à l'autre bout du parc. Julien et Benoît se rendent dans une zone totalement interdite au public, du moins pour le moment. Les bâtisseurs de la nouvelle attraction vont prendre des nouvelles du bébé. Bienvenue en Égypte, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je reconnais que pour l'instant c'est pas encore flagrant, mais ça va venir. Pour l'instant, la seule chose de pharaonique ici, c'est une machine infernale. Cette structure en acier de plus de 1000 tonnes qui culmine à 40 mètres de haut. Ces embarcations peuvent atteindre 90 km/h pour une accélération équivalente à 4G. On l'appelle Inverted Coaster, comprenez montagne russe inversée. On est vraiment assis dans des sièges, donc sans plancher, hein, on a les pieds dans le vide. Tout ça est maintenu par une structure et raccroché avec tout le système de roues au rail. C'est une espèce de gros télésiège qui fait des loopings, quoi. Donc là, on est juste sous une spirale du manège. On est à l'entrée du chantier, mais là, il y a tous les éléments de décor qui commencent à apparaître. Et les mois qui viennent là, vont être très intenses et super intéressants. Ce projet, voilà 2 ans que Julien le porte à bout de bras. Il a dessiné le tracé du parcours, mais aussi chaque élément de décor. En bon chef de chantier, il fait attention aux moindres détails, jusqu'à la disposition des faux rochers. Et après, ici, tu as une petite coupe de la tranchée qui te montre un petit peu les différences de matière que je voulais. C'est-à-dire que pour moi, on est dans un sol sableux. Et donc, c'est la sensation, cette texture-là que je vais retrouver ensuite en sculpture. Texture obtenue grâce à la technique du béton projeté. Une structure métallique, une couche de grillage, une lance à béton et le tour est joué. Donc c'est une drôle de sensation parce que dans mes premières esquisses et même sur la maquette, je me disais la masse rocheuse elle est toute petite, elle va complètement se faire bouffer par la structure du manège et en fait pas du tout, ça fonctionne plutôt bien parce qu'il y a un rapport d'échelle vraiment différent. C'est vrai que nous visiteurs quand on marche, on regarde essentiellement devant nous mais pas en l'air. Et du coup ce qu'on a devant nous, ça marche, il y a de la masse, c'est volumineux et c'est vrai que dès qu'on lève la tête, ah ouais, c'est encore plus énorme. Et là, alors là, pour les visiteurs qui vont se trouver ici au moment du passage du train, c'est un grand moment quoi. Tu vas prendre la brume que va traîner le train, tu vas te prendre le souffle du manège. Pendant les tests, j'étais là avec le passage du train, je t'assure, c'est énorme. Ça va vite. Bah, je me sens tout petit, mais c'est super excitant. Là, je veux dire, c'est la concrétisation de tellement de mois de labeur. C'est toujours un grand moment de venir sur le chantier et de voir chaque jour un petit peu plus le travail qui s'accomplit. J'ai toute confiance en ce qu'on a fait. J'ai vraiment hâte d'y être maintenant. Faut le vivre. Verdict au jour de l'ouverture, avril 2012. Ce matin, les visiteurs du parc vont être déçus. Le delphinarium n'ouvrira pas ses portes. Pour quelle raison? Beauty, la femelle dauphin, a enfin mis bas et le bassin a pris des allures de nurserie. Le regard attendri, Birgitta savoure les premiers battements de nageoires du nouveau-né. Et comme elle l'espérait, Boréa est une petite femelle. Ça fait maintenant 8 ans qu'on n'a pas eu naissance d'une fille. Donc on était vraiment contente d'avoir cette petite femelle. Donc je suis soulagée, le MIBA est bien passé, le petit elle est vraiment en bonne santé. Maintenant on n'ouvre pas les champagnes encore parce qu'un nouveau-né est quand même très fragile. Ça suffit à un coup de stress. La petite elle peut par exemple avaler le tasse. Les dauphins ils peuvent avaler le tasse comme nous et ça peut faire une infection dans le poumon et c'est fatal pour un nouveau-né. La surveillance doit être
constante pendant 2 semaines. Les soigneurs vont donc se relayer jour et nuit pour observer les faits et gestes de la jeune dauphine. Dans le poste d'observation, les soigneurs ont installé un ordinateur sur lequel ils notent scrupuleusement la fréquence des tétés et le nombre des respirations. Un carnet de santé déjà bien rempli. La famille des dauphins s'est donc agrandie. Le parc Astérix compte une pensionnaire de plus. Birgitta est fière de veiller sur la petite dernière. Alors bienvenue à vous, mademoiselle Boréa. Et longue vie à vous, partout Tatis.